la question à proprement parler de la production agricole, hein, donc de la fourche à la fourchette, hein, comme on dit. À l'évidence, on a un problème qui peut se résumer peut-être à cette phrase. Il y avait 4 millions d'agriculteurs au début des années 50, il y en a un peu moins de 400 000 aujourd'hui, une productivité au moins humaine multipliée par 10. Et finalement, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui, qui sont le début de la chaîne de production économique, est-ce qu'ils ont eu une petite partie du gain de cette productivité? La réponse, elle est non. Ils gagnent pas plus, ils travaillent dans des conditions plus dégradées, donc on a un problème de modèle économique. Et moi, ce que je souhaite, ce qu'on souhaite à la CFE-CGC, c'est qu'on examine la globalité du système pour regarder quelle est sa cohérence dans le sens où, dans un modèle économique, tout le monde doit trouver son compte et désigner tel ou tel comme étant le responsable, c'est simpliste. Oui, mais enfin, en même temps, vous le désignez à demi-mot, François Omril, parce que c'est pas les agriculteurs qui ont récupéré la valeur ajoutée, la marge, si vous voulez, il y a bien quelqu'un qui la récupère. Est-ce que c'est la grande distribution? Est-ce que ce sont les consommateurs? C'est qui, selon vous? Alors, on a à l'évidence un problème de partage de la valeur. Pour le coup, c'est un sujet d'actualité. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est la grande distribution qui consomme toutes les marges. C'est pas vrai. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, vous avez le groupe Casino qui fait faillite, hein, des gens qui sont sur le carreau, des milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. C'est la grande distribution. Donc, visiblement, alors bon, après, je ne veux pas juger de la façon dont l'entreprise était dirigée, etc. Il y avait probablement beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, le taux de marge de la grande distribution, pour faire leur pub, mais il faut quand même regarder les chiffres. Il y a probablement eu une époque où il y a eu une captation très importante de marge par la grande distribution, par la chaîne de valeur. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Je pense sincèrement que les questions ne sont pas les mêmes suivant la filière, que la question du lait n'est pas la même question que la question du vin. Mais au final, nous, ce qu'on pense à la CFE-CGC, c'est que quand on précarise une filière, c'est-à-dire quand on considère que ce qui fait la compétitivité de la filière, c'est le coût du revenu qui vient aux personnes qui produisent, eh bien, on plonge dans un gouffre dont on ne ressort jamais. Est-ce que pour vous, il y a un risque de contagion sociale? Est-ce qu'on est assis sur un volcan? On voit que les agriculteurs, en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas envie de retourner dans leurs exploitations ou dans leurs fermes. Il y a un sondage BFM TV et Lab qui montre qu'il y a 85% des Français qui soutiennent les agriculteurs et 79% qui estiment que la mobilisation doit continuer. Est-ce que vous faites partie de ces 79%? Écoutez, très franchement, là, pour le coup, je pose un joker parce que moi, je veux revenir vers ma position d'équilibre qui est de dire, mais regardons une bonne fois pour toutes, dans un format qui est à définir, quelle est la problématique qui est posée dans le modèle économique de la production agricole jusqu'à la consommation. Est-ce qu'on est sur un volcan? Oui, mais évidemment. Est-ce que vous voyez un risque de contagion? Mais le risque de contagion, il est évident. Il est évident. À tout moment, le feu peut repartir. On vient de vivre une crise qui a duré plus de 6 mois sur la question des retraites. Or, le sujet n'est pas purgé. Le sujet va revenir. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Bah si, parce qu'en fait, tout a à voir. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne peut plus définitivement accepter le principe qu'on nous sert depuis 20 ans, que le bonheur de tous, c'est la somme des petits malheurs de chacun. Or, on est bercé par ce discours. Et ça, plus personne n'en peut plus. Oui, mais est-ce que là, vous êtes inquiet de cette situation ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un mouvement, le retour des gilets jaunes, même si là, c'est des gilets verts plutôt? Est-ce qu'il y a le feu, quoi? Est-ce qu'il y a le feu? Moi, vous savez, je suis le président de la CFE-CGC, je ressemble à mon organisation et à mes militants. Et donc, je considère qu'en toute matière, c'est la raison qui doit triompher. Et la raison, elle est issue d'un dialogue entre personnes qui se connaissent, qui se reconnaissent et qui se respectent. Le problème que nous avons avec notamment ce gouvernement, mais on va y venir, c'est qu'il ne nous respecte pas. Il ne considère pas que la vérité dont nous sommes porteurs... Gabriel Attal n'a pas arrêté de recevoir tous les leaders syndicaux agricoles. Il est vrai. Oui, mais c'est très bien qu'il nous reçoive. Il m'a reçu, moi aussi. Oui. Mais il ne nous respecte pas au sens où, aujourd'hui, le pouvoir considère qu'il est le seul détenteur de la vérité absolue. Or ça n'est pas possible, en fait. Ça n'est pas possible parce que chacun, dans son périmètre, détient sa zone de vérité. Et il faut accepter le principe de la confronter, de l'analyser, de sortir vers un consensus. Et donc, toute la rigueur sociale qui existe aujourd'hui, cette tension sociale très forte qui, à tout moment, peut exploser, elle vient de cela. Elle vient du fait que le pouvoir
pouvoir exerce ses prérogatives, ce qui est tout à fait normal, mais il les exerce en méconnaissant les vérités dont nous sommes porteurs et dont nous voulons discuter. C'est exactement ce que disait Nicolas Chaban, que je recevais. Vous savez, c'est qui le patron lundi, je recevais. Il disait, mais voilà, il faudrait qu'on ait des tripartis avec dialogue avec les syndicats, avec le gouvernement, les consommateurs aussi. C'est ça qui manque, la faculté. Au passage, Nicolas Chaban, que nous on connaît bien, puisqu'on a travaillé avec lui sur la filière agricole, il a des choses à proposer. Ah bah il le fait, oui. Voilà, il le fait, et lui il agit. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit « Je me refuse d'envoyer des CRS sur les gens qui travaillent. Il est hors de question de considérer des gens qui travaillent de la même façon que des délinquants. J'entends la question des 2 poids 2 mesures. Vous êtes d'accord avec lui ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Son commentaire est politique de toute façon. Hein. Non, c'est parce que beaucoup de Français se disent c'est vrai, pourquoi on n'envoie pas plus la police ou l'armée, quoi. C'est toujours, moi, au bout du bout de tout ça, il y a des policiers qui font leur métier, qui font leur travail dans des conditions très difficiles et sur qui, de toute façon, on va taper en fonction des ordres qu'on leur a donnés. Moi, c'est ça qui est un peu ma préoccupation. Voilà. Alors, et j'aimerais au passage que M. Darmanin s'en préoccupe un peu plus. Le discours de politique générale de Gabriel Attal prononcé hier, il a beaucoup... Ce qu'on peut dire, c'est que le travail était au cœur de son discours, parce qu'il y a consacré de nombreuses pages. Est-ce que vous vous dites, au moins, c'est bien, il a pris conscience qu'il y avait de nombreux problèmes, parce qu'il a fait plein d'annonces sur lesquelles nous allons revenir, évidemment, sur la désmicardisation de la société française. Moi, je vais vous commenter tout ça. Votre question, elle est fort appropriée, mais je vais vous dire, Gabriel Attal est magique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est magique. Alors, c'est un petit magicien, c'est un apprenti pour le moment. Le maître magicien, il est à l'Élysée. Mais finalement, il nous fait le même numéro. Et son numéro, il est en 3 scènes. La première scène, il dit, voilà ce que nous avons fait depuis 7 ans, depuis 10 ans. Et merveilleux, extraordinaire, nous avons des résultats fabuleux. On a créé des millions d'emplois. Il n'y a plus de chômage. Et on recrée de l'industrie. Tout va bien. C'est l'acte 1. Acte 2, mais ça va pas du tout. Les Français sont malheureux. Ils se plaignent. On les a smicardisés, etc. C'est scandaleux. Je ne peux pas l'accepter. Et acte 3, il dit, puisque c'est comme ça, on va continuer à faire la même politique qui a ces conséquences-là, et on va le faire encore plus fort et encore un peu plus vite. Vous aurez compris que tout ça est totalement illogique. C'est un peu un syllogisme à l'envers. C'est A égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début, celui sur lequel nous sommes intéressés en disant, mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez la l'appauvrissement de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça. C'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive pas à les pourvoir. C'est plus la prime d'activité. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont plus qualifiés, il n'y a pas d'emploi sur eux et pour eux, et on leur dit, vous savez quoi, vous êtes qualifiés, vous avez le BTS, vous avez le DUT, vous êtes un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot. C'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié. Mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là. Et on ne fait pas du développement économique en disant, puisque les gens ne veulent pas accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification, on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller. Oui, mais alors, juste un point sur le SMIC, parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a 17,3% de la population qui est au SMIC. Je veux dire, c'est beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Nous avons en France un paradoxe, je cite le Premier ministre. Nous avons un salaire minimum nettement supérieur à celui de nos voisins, mais nous avons une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus importante que chez eux. C'est aberrant, non ? Moi, j'en sais rien si c'est Gabriel Attal qui a dit ça. Oui, il a dit ça hier dans son discours. S'il veut préparer une thèse d'économie, qu'il le fasse, mais qu'il soumette ses conclusions à la confrontation et au débat. Ça n'a pas de sens. Moi, je vais vous dire, le salaire minimum en Suisse, il est de plus de 3 000 francs suisses. Que je sache, il y a plus de 25% d'emplois industriels en Suisse. Alors, comment ils font ? Ils sont loin de tous les ports, en eau profonde, et ils arrivent quand même à faire de l'industrie de façon compétitive avec un salaire minimum à plus de 3 000 francs suisses. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est des considérations macroéconomiques de faible niveau. Il faut, sur ces sujets-là, faire l'effort d'examiner les filières, les différentes situations, les métiers, et surtout comment est-ce qu'on tire l'économie vers le haut. Et on ne tire pas l'économie vers le haut en tirant les emplois vers le bas. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Dans un même temps, on subventionne la déqualification et on oublie de subventionner la recherche. La France est le plus mauvais. Comparons-nous. On compare le niveau du SMIC. Eh bien, comparons-nous. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé, Gabriel Attal, dans son discours ?
discours? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, voilà, je suis le Premier ministre, j'ai constaté que la France n'investissait que 2,2% de son PIB en recherche, là où l'Allemagne fait 3,2 et là où la Corée du Sud fait 4,5. Eh bien moi, j'ai décidé, il aurait pu le crier très fort pour couvrir le brouhaha, et j'ai décidé de remonter à 3,2, qui est le niveau de l'Allemagne. Et avec ça, on va vraiment changer la donne. J'attends toujours qu'ils le disent. Ça fait des années que je m'époumonne en disant, mais on ne va pas aller vers le développement économique si on n'aide pas à déployer les emplois de qualité. En même temps, on voit que du coup, avec cette smicardisation de la société, en fait, l'État décide, grosso modo, si on prend en plus la fonction publique, grosso modo de un quart des salaires en France, voire plus. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la situation très catastrophique de la fonction publique. Là, pour être franc, on ne peut pas porter ça au bilan de ce gouvernement-là qui arrive et des gouvernements qui ont précédé. C'est une situation qui est à l'œuvre depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui nous amène dans une situation inextricable. C'est que, pour prendre que la situation, par exemple, de la profession la plus nombreuse qui sont les professeurs des écoles, quel que soit le niveau, qui ont perdu en moyenne entre 20 et 40% de pouvoir d'achat. Ils ont été augmentés, là, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Mais ils ont été augmentés de combien? De 40%. On les a remis au niveau des autres compétiteurs de l'OCDE. Vous savez que la France est le plus mauvais pays de l'OCDE. C'est 2 fois moins que l'Allemagne. Le règlement des heures par élève et par personne. Je suis d'accord avec vous, c'est absolument incroyable. Est-ce que c'est la prime d'activité, en fait, de si cher Emmanuel Macron qui a pollué les systèmes, justement de cette smicardisation de la société? Alors évidemment, ça y contribue. Mais vous savez, tous les dispositifs, quand on les introduit toujours pour de bonnes raisons. Que moi, je suis prêt à soutenir au nom de mon organisation. Effectivement, au moment où on introduit la prime d'activité, disons que c'est un dispositif intelligent. Comme toujours, il permet effectivement d'instaurer un différentiel qui permet de rendre compétitive l'offre d'emploi par rapport à quelqu'un qui est indemnisé. Mais comme tout dispositif, il a son effet pervers. Il crée ce qu'on appelle la trappe à bas salaire quand on l'associe avec le dispositif d'exonération de cotisations sociales. Et nous, il nous semble, en tout cas dans l'analyse qu'on en fait, qu'il faut imaginer des dispositifs d'intervention vis-à-vis des entreprises. Parce que moi, je veux dissiper un malentendu. Nous, à la CFE-CGC, on est pour qu'on intervienne vis-à-vis des entreprises sur le plan économique. Tout le monde le fait, dans tous les pays du monde, y compris en premier lieu, probablement les États-Unis. Donc il faut le faire aussi en France. Mais il faut le faire de façon intelligente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez corroborer ce que disait ce matin Catherine Vautrin, la ministre du Travail, qui était chez nos confrères de BFM TV, qui a dit que le SMIC ne sera pas supprimé? Très bien. Il y avait 102 branches qui sont encore en deçà du SMIC. Ça paraît beaucoup, 102 branches, non? En fait, ce que ça veut nous dire, alors Gabriel Attal, dans son discours, explique que ça a été moins pendant un moment, mais comme le SMIC a été relevé, les branches n'ont pas suivi. Donc, ça interpelle sur un processus qui est un peu technique. Je suis beaucoup intervenu sur le sujet, y compris avec vous. Si vous n'accrochez pas la grille salariale à l'évolution du SMIC, qui lui-même est accroché à l'inflation, inévitablement, vous creusez la grille. Et donc, vous appauvrissez les rémunérations intermédiaires, qui sont les rémunérations de techniciens, d'agents de maîtrise, de cadres débutants, qui sont ces personnes qui, dans l'entreprise, prennent sur eux, à travers leur projet professionnel, un projet d'évolution de carrière qui fait évoluer l'entreprise. Si vous ne les motivez pas par une rémunération au niveau de leur investissement, ils vont se démotiver, ils vont faire autre chose. Et il n'y a plus de développement économique derrière. Vous savez, le progrès, c'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Si vous ne récompensez pas cette volonté de progresser par un salaire, une évolution de carrière proportionnelle à l'investissement du temps, eh bien les gens ils se désinvestissent. Comment se passent justement les NAO dans les entreprises? Est-ce que vous attendez à ce que quand même 2024, ce ne soit pas 2023? Je pense que c'est très variable. Vous-même, vous l'avez, je pense, très bien commenté. Il y avait en 2023, ou en tout cas dans la NAO constaté en 2023, qui résultait des négociations de la fin de l'année 2022, il y avait une conjoncture économique et puis une forte tension sur la production dans le contexte post-Covid, qui dans le rapport de force, parce qu'une négociation c'est toujours un rapport de force, d'une certaine manière, a un peu soutenu les positions des salariés. C'est l'inverse aujourd'hui. C'est l'inverse. C'est ce que vous voyez, parce qu'on va rappeler que vous représentez cadres, agents
marge de maîtrise, justement cette classe moyenne dont parlait Gabriel Attal hier? Une catégorie qui s'est beaucoup appauvrie, effectivement. Et donc il faut constater qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la capacité de la nation tout entière à recréer du dynamisme de développement collectif, de développement économique, de développement des entreprises. Parce que les entreprises ne se développent pas si les gens à l'intérieur de l'entreprise ne s'investissent pas dans le projet de l'entreprise. Si vous ne les motivez pas pour cela, ils vont faire autre chose. Parce que c'est logique, parce que c'est du souci, c'est du travail, c'est de l'investissement, le fait de s'investir dans le développement de l'entreprise à travers sa propre carrière. Si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, vous vous fatiguez moins. Je ne dis pas, en disant cela, attention, que les emplois, entre guillemets, moins qualifiés sont moins fatigants. C'est pas ça la question. C'est que l'investissement, la charge mentale dans la prise de responsabilité est quelque chose qui, effectivement, est très prenant pour les personnes et qui doit être récompensé. François Omril, rapidement, il y a quand même eu dans le discours de Gabriel Attal un gros coup de pression, notamment sur les seniors, en disant il faut absolument qu'on trouve une solution. Puis il a dit, et puis moi je suis prête à mettre l'assurance chômage sous surveillance, et puis si la trajectoire financière elle est pas bonne, eh bien j'enverrai une autre lettre de cadrage. Vous lui répondez quoi? C'est insupportable ce raisonnement, pour deux raisons. Parce que d'abord, insupportable. Alors franchement, c'est insupportable. Ça part du principe que les gens qui sont au chômage et qui sont indemnisés, parce qu'ils sont indemnisés, ils ne recherchent pas activement de l'emploi. C'est faux. C'est faux. Oui, mais en même temps, il y a 7% de chômeurs. C'est archi faux. La moyenne, ça ne veut rien dire en fait. Les gens ne sont pas mobiles aujourd'hui. Vous êtes au chômage à Lille, vous avez 50 ans, séparé ou non, peu importe, vous avez des charges de famille, il y a un emploi à Marseille, dans l'immense majorité des cas, vous pouvez pas l'accepter. Donc moi je parle de gens qui ont un parcours, une forme de qualification, etc. C'est pas si fluide que ça, c'est pas vrai. Tous ces gens-là raisonnent aux statistiques. Vous savez, nous sommes gouvernés par des gens qui pensent que parce que les chasse-neige cette saison ne servent que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié. Voilà, il faut réfléchir par rapport à ça. C'est compliqué de discuter justement dans ce cadre-là. Et on a ce problème. Et donc, ils considèrent ce qui est faux, ce qui est prouvé être faux, que les gens, parce qu'ils sont indemnisés, mieux indemnisés, ont moins de motivation à retrouver un emploi. Mais ça, c'est en permanence dans les discours. Mais c'est insupportable, parce que c'est démontré que c'est faux. Et donc, il faut trouver des solutions adaptées aux situations des gens, en les aidant, en fait, à retrouver un emploi, et une indemnisation correcte. C'est démontré, ça aide les personnes à retrouver un emploi correct. Et il faut du dialogue social dans tous les cas. Il n'a pas beaucoup prononcé le mot pendant son discours, le Premier ministre. Mais j'espère que quand même, il vous a reçu. Il nous a très bien reçus. Il vous a très bien reçu. Voilà. C'est un bon point quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. François Omril et son chasse-neige, le président de la CFE-CGC. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul pour l'essentiel de l'info. Et à 18h30, l'essentiel de l'info, effectivement. Dans quelques heures, il sera minuit. Ça sera la fin des négociations commerciales entre les acteurs de la grande distribution et les industriels. Ceux, en tout cas, qui font au moins 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va a priori se séparer après avoir conclu quand même des petites hausses de prix de l'ordre de 2-3% en moyenne dans les rayons. On va en reparler avec nos experts dans quelques minutes. Les agriculteurs